Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Hello Justine. Justine. Comment ça va Armelle et Eugénie ? Nous allons bien. Alors, je dis nous, hein. Personnellement, je vais bien. Et moi aussi. Toi aussi tu vas bien Eugénie ? Parfait. Ouais, super. Je suis très contente de vous accueillir dans le podcast aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Super sujet en plus. Oui. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, puisque nous allons parler de votre relation business et familiale, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, Jenny, tu veux y aller ? Allez, c'est parti. Donc moi, c'est Eugénie. Et puis l'autre voix que vous entendez et que vous connaissez moins que la voix de Justine, c'est Armelle. On est un duo mère-fille et aujourd'hui, on accompagne les femmes entrepreneurs à digitaliser leur expertise, donc, vraiment à passer en ligne, à développer leur business en ligne. Notre société, c'est Elles sont Meraki. Et pour la petite histoire, Meraki, alors oui, ça fait la mère à qui c'est le petit jeu de mots subtil, mais à la base, c'est tout simplement un mot grec qui veut dire faire les choses avec amour, passion et créativité, tout en mettant une partie de soi dans son travail. Et quand on est tombé sur ce mot, on s'est dit, c'est exactement ça. Donc on va appeler notre société Elles sont Meraki pour désigner ce groupe de femmes qui font les choses avec amour, passion et créativité. Merci pour cette belle présentation. En parlant de mots, vous êtes aussi les fondatrices du podcast Paroles de Meraki. Comme quoi, tout tourne souvent autour des mots chez vous. Tout à fait. Et on a lancé récemment ce podcast grâce à toi, hein, il faut le dire, Justine. Et on prend beaucoup de plaisir à le développer. Il est tout nouveau, mais il nous comble pleinement. Trop bien, c'était un grand honneur pour moi de vous accompagner. Majoritairement toi, Armelle, parce qu'on sait que c'était ton projet de cœur à la base. C'était vraiment trop chouette. Alors, on va aller dans le vif du sujet, du coup, comme vous l'avez présenté, vous êtes un duo mère-fille. Moi, j'ai une question qui pique vraiment ma curiosité, mais genre depuis que je suis tombée sur vous sur Instagram. Comment est née l'idée, en fait, de votre business ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous dire « Ok, en fait, on va lancer ça ensemble ». Ça vient d'où ? Alors, moi, il faut savoir que j'étais en ligne depuis un bon moment, depuis plus de 10 ans maintenant, voilà, une quinzaine d'années. Donc j'avais déjà une activité en ligne, j'avais déjà un blog dans un tout autre domaine, il était numéro 1 francophone dans ce domaine. Donc je travaillais en ligne, mais j'avais commencé à ralentir cette activité qui m'attirait beaucoup moins et j'étais en train de prendre une autre voie. Donc c'était moite-moite. Enfin voilà, je savais pas trop vers quoi je voulais aller. Et puis Eugénie terminait, elle, son master. Hein, elle faisait un master à l'EDEC, donc un master en entrepreneuriat. Et bien évidemment, à la fin de son master, il fallait qu'elle trouve sa voie. Or, dans ce type de master, on fait beaucoup de stages dans les grosses boîtes françaises, notamment les boîtes de luxe, etc. Et les stages qu'elle avait fait, je parle en ton nom, hein, excuse-moi, hein. Mais les stages qu'elle avait fait, elle était persuadée que c'était pas sa voie, c'était définitivement pas quelque chose qu'elle voulait faire, elle voulait pas aller là-dedans. Et elle est venue pour Noël. Donc là, on est en 2020. Elle vient pour Noël et puis on discute, hein, je m'en souviens. Ouais, 2020. On n'est pas d'accord sur l'année. 2019. Le Covid, c'est 2021. 2020. 2020, le Covid ? Oui. Alors, on est en 2019. Effectivement. C'est fou d'avoir un point de référence avec la pandémie. Ah ben oui, c'est ça, hein.
Mais bon, en plus, si c'est pas le bon, c'est que ça n'a pas marché. Bon, donc nous sommes en 2019 et je m'en souviens très bien, on était autour de l'évier, hein, on regardait par la fenêtre, on discute, toi tu veux faire quoi, etc. Et moi j'en suis là. Et sur ce, je sais plus qui, si c'est toi ou moi, qui avons dit, et si on faisait quelque chose ensemble? Et on s'est dit, ah ouais, ce serait trop bien ça finalement. Et là, bah voilà, on s'est enfermé dans sa chambre pendant pratiquement une semaine. On a sorti les paperboards, les crayons de couleur, et on a commencé à brainstormer tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis on était parti sur l'idée d'une plateforme dans le bien-être, euh, mais définitivement, on visait beaucoup trop haut. Il y avait trop de choses qu'on ne savait pas faire. Donc on a calmé nos ardeurs. On est redescendu d'un petit cran. Et puis on a été vers ce qui semblait être le plus apparent, c'est-à-dire que j'avais déjà des formations, mais des formations qui étaient très... Il faut savoir que dans notre duo, moi je suis le cerveau gauche. Donc je suis très carré, très rationnel, très pratico-pratique, hein, à un niveau assez terre-à-terre, j'ai envie de dire. Et donc mes formations, c'est noir, rouge, carré, bullet point, enfin le truc très pénible, j'avoue, pour quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Et c'est des formations pour apprendre à se structurer, à s'organiser. Et Eugénie me dit, tu sais, ta formation, elle est bien, mais elle s'adresse en priorité à des personnes créatives qui ont besoin de s'organiser parce qu'elles partent dans tous les sens, mais tu les bloques. C'est pas possible de communiquer avec cette charte graphique et avec cette façon de faire. Donc, si tu veux, Eugénie, donc c'est l'autre partie du cerveau, hein, c'est aussi la force de notre duo, c'est ces deux cerveaux qu'on arrive à allier. Et elle a dit, ben, sur tes carrés, moi, je vais arrondir les angles, hein, et je vais rendre ça beaucoup plus doux, et je vais utiliser un langage et des couleurs pour les créatifs. Et donc, Ok, tout est parti de là. On a restructuré une formation qu'on a proposée à des créatifs via un atelier avant, etc., etc. Voilà comment est née Elles sont Mérac. ok. Euh, Comment a été votre relation avant de travailler ensemble? Je te laissais un peu répondre, hein. Alors, on a toujours eu une relation très complémentaire. On s'est jamais trop marché sur les pieds. On a toujours respecté l'espace de l'une et de l'autre, mais on a des activités, passions entre guillemets qu'on fait ensemble. On fait énormément de choses ensemble. En dehors d'Elles sont Miraki, avant, bah, je sais pas, on pouvait discuter pendant des heures sur des sujets divers et variés. On pouvait parler de nos lectures. On faisait des balades, des randonnées ensemble. On regarde la télé ensemble. Je lui fais les ongles parce que j'adore lui faire les ongles. On fait des escape games, on fait des enquêtes, les week-ends, on passe nos week-ends à faire des enquêtes, etc. Donc, à la base, on a déjà en fait ce côté très proche et ce n'est pas Elles sont Meraki qui nous a rapprochés parce qu'on l'était déjà avant, mais dans le respect vraiment de l'autre comme étant une personne à part entière. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté d'Elles sont Meraki, c'est que toutes les deux, on agit pour Elles sont Meraki. Il n'y en a pas ni une ni l'autre qui est écrasée, en fait, ou qui est mis de côté. C'est toujours voilà, très focalisé sur chaque personne et sur chaque chose qu'elle peut apporter, en fait. Ok. Et justement, comment est-ce que vous avez défini les rôles et les responsabilités de chacune? De par nos forces et nos compétences. Donc, Eugénie la créative, c'était évident qu'elle allait prendre tout ce qui était création de visuels, charte graphique, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et tout ce qui était ben, gestion administrative, compta, le juridique, l'organisation, la planification, la stratégie, ça allait plus être ma partie. Et ça s'est vraiment fait sans le définir à la base, hein, puisque on est parti de petit. Donc j'ai envie de dire que quelque part, ça s'est fait naturellement sans qu'on ait besoin de dire, alors toi, tu vas prendre le service marketing, le service communication. Non, ça s'est fait naturellement sur les projets. Quand on dresse une to-do de projet, ben, AB, EB, AB, EB, AEB, voilà, en fonction de nos points forts.
très naturellement et de façon fluide. Ok, trop bien. On sait, en tant qu'humain, humaine, que parfois le pro, le perso, quand ça va pas d'un côté, ça, du coup, fuite un peu sur l'autre. Vous partagez aussi votre vie personnelle et, du coup, votre vie professionnelle. Comment est-ce que vous gérez les difficultés d'un côté ou de l'autre pour justement... Enfin, comme vous pouvez rencontrer des difficultés personnelles pratiquement en même temps, puisque vous vivez pratiquement tout le temps ensemble, comment est-ce que ça n'impacte pas le business et vice-versa? J'ai envie de dire qu'on a la chance de jamais se prendre la tête, même avant. Donc si jamais on se prenait la tête pour une raison ou pour une autre, ça passait très rapidement. Au bout de 24 heures, c'était fini, quoi. On se boudait. Ouais, voilà, ouais, maximum, on se boude pendant 24 heures et puis après, on se prend dans les bras et on se tape dans les mains. Donc, on a aujourd'hui, donc 2020-2024, plus de 4 ans d'exercice ensemble, presque 5, on n'a jamais connu une crise où, parce qu'au niveau perso, on s'était fighté et que ça a eu un impact sur le pro. C'est vrai que c'est une question que je me pose des fois en disant, mais si jamais on devait avoir un bisbis perso, comment on ferait pour continuer à bien s'entendre sur le pro? Donc Dieu merci, c'est jamais arrivé. Et sur le pro non plus, on n'a jamais eu de discorde. Parce que il n'y a pas de raison d'en avoir. Et si jamais il y a un point où on n'est pas d'accord, on en discute et puis on prend une décision. Mais on sait, voilà. C'est une grande chance, je vais toucher du bois, pourvu que ça dure. Donc, quand tu dis on est tout le temps ensemble, non, on n'habite pas dans les mêmes villes, donc on n'est pas physiquement en plus ensemble. Mais c'est vrai que, bon, via Slack, etc., on se voit et on parle plusieurs fois par jour ensemble. Mais on a chacune quand même notre vie perso. Hmm, ok. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on passe plus de temps ensemble sur le côté pro que sur le côté perso. Ce qui fait que lorsque, par exemple, on se retrouve les week-ends, quand je vais chez papa, maman, bronzer à la piscine, ben, forcément, on va parler un tout petit peu de travail, mais en fait, ça va être plus la relation mère-fille qui va avoir lieu à ce moment-là, plutôt que la relation d'associé. Parce qu'on ne vit pas ensemble et que la semaine, en fait, ben, quand on échange, quand on se fait nos zooms, etc., on parle avant tout du travail. Donc oui, pendant 5 minutes, on va parler de ce qui se passe au quotidien dans nos vies, mais c'est tout, pas plus que ça. Donc j'ai envie de dire que dans notre quotidien, c'est des relations d'associés qu'on a. Et puis, sur les temps week-end, etc., c'est vraiment la relation mère-fille. Et c'est aussi ça, je pense, c'est cet équilibre qu'on a pu trouver naturellement qui fait que ça marche bien. Trop bien. Selon vous, quels sont les avantages de s'associer et plus particulièrement en famille et quels pourraient être les défis justement que l'on pourrait rencontrer dans le cadre d'une association familiale majoritairement? Moi, j'ai envie de parler du défi. Je te laisserai donc parler de l'avantage, Eugénie. Euh, pour moi, ce qui a été un défi, en fait, parce que c'est une association mère-fille, où il y a quelque part un lien de subordination inné. Donc, je serai en position de me dire, je suis la mère, je suis l'autorité, on me doit respect et obéissance quelque part, hein, je caricature, et de m'imposer en tant que figure maternelle, en disant, bah attends, c'est moi la mère, écoute-moi. Donc, le premier défi, c'est de se positionner au même niveau que son associé, qu'il soit son descendant ou même son ascendant dans l'autre sens. C'est pas parce que c'est ma fille qu'elle doit me respecter et ne pas remettre en cause mes décisions. Et moi, pareillement, c'est pas parce que c'est ma fille qu'elle doit suivre tout ce que je dis. Donc, le gros défi pour moi, c'est de réussir à un moment de se dire non, je ne suis pas sa mère, je suis son associé, on est associés dans cette histoire, j'ai pas à imposer ma décision ni mon point de vue. Et je dois l'écouter légitimement parce qu'elle a sa valeur et c'est pas parce que c'est ma fille qu'elle en a moins ou qu'elle est plus jeune et qu'elle en sait moins, qu'elle a moins d'expérience. Donc le défi pour moi dans une association de ce type, qui n'est pas, j'ai envie de dire, sur une même lignée, c'est de, 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 de faire fi de ce lien de parenté qu'on a avec.
et de se positionner sur eux-mêmes. Ok, Et j'ai trop envie de bien. dire, ça marche aussi pour même des associations hors lien familial, où on peut avoir par exemple une personne qui a lancé sa boîte depuis 10 ans, mais qui s'associe avec une personne peut-être qui peut être plus créative, qui n'a jamais été dans l'entrepreneuriat. Ça va être le même défi d'essayer vraiment de se mettre au même niveau en se disant que les deux personnes ont complètement leur force à apporter et qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Parce que c'est clair que si on part avec cette idée en tête, et on va aller droit dans le mur et on va vraiment il va y avoir un combat d'ego notamment qui va se faire et qui est très très néfaste. Et donc pour les avantages, j'ai envie de dire que l'avantage il résulte de notre complémentarité et pas forcément du fait que ça soit une association familiale. Donc ça peut être une association frères et sœurs, mais ça peut être une association entre amis, comme ça peut être une association purement business où deux parties croisent leur intérêt. Je pense que l'avantage, c'est vraiment la complémentarité et le fait qu'on n'est plus fort à deux. Puisque j'ai pu apporter à Armelle ce qu'Armelle avait moins et Armelle a pu m'apporter ce que moi j'avais moins. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une capacité de 100% sur quasiment tous les fronts. Et c'est ça qui fait aussi la force de ce duo. C'est qu'on a vraiment une vision qui est très complémentaire, qui nous permet aujourd'hui d'accompagner les personnes sur ces deux axes, tant créatifs que stratégiques. Ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on n'utilise qu'un seul cerveau. C'est pas toujours facile. Et bien sûr, on abat 2 fois plus de travail, évidemment. Et ce n'est pas négligeable. Non. Un autre avantage aussi, c'est qu'on se connaît bien. On se connaît bien, donc il y a des choses que je ne vais pas dire à Eugénie, par exemple le matin, parce que je sais que ça risque de la contrarier et de Pour le reste flinguer de la sa journée. Voilà, donc je vais plutôt attendre le soir, comme ça elle pourra dormir dessus. Voilà, donc le fait de bien se connaître, ça permet aussi de soit carrément même de pas dire certaines choses, de supprimer un mail qui risque de la contrarier, le fait de bien se connaître, ça permet de mieux travailler aussi. Eugénie, tu as abordé le mot vision. Tout est autour des mots avec vous. Justement, on construit un business parce qu'on a une vision. Le challenge a été de mettre votre vision en commun. Justement, comment est-ce que vous l'avez construit, cette vision commune ? Comment vous êtes mis d'accord ? Et surtout, dans le cas où cette vision a pu évoluer ou pourrait évoluer, comment est-ce que vous allez pouvoir faire en sorte de toujours garder cette vision commune pour continuer d'avancer ensemble ? Alors, je pense qu'on a les deux. C'est-à-dire qu'on a notre vision personnelle et on a la vision commune. Ce qui n'est pas la même chose. On a la vision d'Eugénie, on a la vision d'Armelle et on a la vision d'Elson Meraki. Pour nous, Elson Meraki est une entité à part entière et elle agit avec son propre nom, ses propres actions, sa propre stratégie, sa propre vision. Donc ça, c'est encore quelque chose de différent. Donc, on a la vision pour Elson Meraki et c'est une vision qu'on a plutôt à court terme. On a toujours eu du mal à se projeter au-delà de 10 ans. Pour nous, c'est très compliqué. Donc, pour la société, on a des visions à plutôt moyen, voire court terme. Et c'est déjà très bien. Et ensuite, on a toutes les deux nos propres visions qui viennent en fait complémenter celles d'Elson Meraki. Et là, forcément, on n'a pas les mêmes visions. C'est impossible de par plein de choses, et notamment de par notre âge et de par notre expérience. J'ai une vision de l'avenir qui est complètement différente de celle d'Armelle, ce qui est complètement logique. Donc le défi, en fait, ça va être un petit peu d'avoir nos propres visions en tant qu'individu et de faire en sorte que cette vision corresponde à la vision qu'on a au niveau de la société. Trop bien. Tu es d'accord avec ça, C'est Armelle ? complètement ça, tu vois. On n'a même pas besoin de se parler, parce que quand elle a commencé à dire ça, tu as posé la question, ma tête, j'ai dit non, mais en fait, on a nos visions perso et il y a la vision de la boîte. Donc c'est bon, elle a dit exactement ce que j'aurais dit. Et c'est bon. Et effectivement, moi, ma vision, elle est beaucoup à court terme. J'ai l'âge que j'ai. Ma vision et presque ma raison de vivre, c'est d'autonomiser Eugénie et de faire en sorte qu'elle est, elle, la plus belle de ses vies à vivre. Donc, moi, c'est ça. Et je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe comme ça et que Elles sont Meraki contribue à ça. Donc, c'est comment intégrer ma vision perso avec celle de Elles sont Meraki pour que moi, j'arrive à mes fins et que Eugénie aussi, elle puisse développer sa propre vision avec Elles sont Meraki. Justement, il a fallu prendre des décisions, donc sur mettre en commun votre vision professionnelle pour Elles sont Meraki, des décisions pour la structuration, sur les stratégies, sur la création, etc. etc. Comment vous arrivez à prendre des décisions et surtout, que se passe-t-il s'il y en a une qui n'est pas trop d'accord avec l'autre ? Alors, il faut savoir qu'on travaille avec des plans d'action à 90 jours. Donc, déjà, en fin d'année, l'année à venir est posée en globalité. Donc là, c'est là où il y aurait des décisions à prendre pour l'année à venir. Donc, premier débrief en général, début d'année ou fin d'année, pour savoir où on va. Et en général, on est complètement d'accord sur là où on veut aller. Donc, il n'y a pas de... S'il y a une discussion, elle est vite... les pour, les contre, tu en penses quoi ? Ok, ben je t'écoute, je suis ta décision, ou inversement, c'est très rapide. Hein. Et après, sur les plans d'action à 90 jours, pareil, des décisions à prendre, qu'est-ce qu'on priorise, comment on va le faire, et on est... voilà, mais c'est pas marrant pour toi, hein, parce que on est toujours d'accord. On Mais est c'est quasiment parfait. toujours Je ne cherche pas Bah, tu l'épisode sais, du taclic people, pas du Ah tout. ouais. On est toujours d'accord, mais parfois on peut avoir des projets plus, encore une fois, individuels qu'on souhaite mener. Donc par exemple, typiquement le podcast, si la décision elle ne tenait qu'à moi, on ne l'aurait pas lancé. Mais c'était un projet de cœur pour Armel, donc oui, on le lance en fait. Et c'est aussi, euh, encore une fois, réfléchir pour Elles sont Meraki. Et poser les projets, les décisions pour Elles sont Meraki. Donc pour Elles sont Meraki, de lancer un podcast, c'est génial. Donc oui, on le fait. Pareil, on a plein d'autres idées, plein d'autres projets, des idées d'événements, des idées de produits physiques qu'on aimerait lancer, etc. On les note et on se dit, Armel est peut-être moins d'accord sur un des projets que moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse là. Et puis, on verra en fait comment l'année se déroule et si on a le temps d'y travailler et si la personne qui a une attirance pour le projet a plus de temps, ok, on en reparle et on voit si c'est jouable. Mais il y a aussi le fait que, et c'est ça aussi qui fait que ça marche bien, c'est qu'on a chacune en gros nos projets qu'on peut mener de A à Z et qui nous apportent notre épanouissement personnel. Et ça aide beaucoup. Je crois qu'effectivement aussi, c'est une des clés de la réussite d'une association, c'est que chaque associé ait son domaine d'intervention qui lui est propre. Donc, si jamais je devais faire Instagram avec Eugénie, il y a un moment où on se marcherait sur les pieds, non c'est moi, non c'est toi. Je pense que c'est bien de distinguer des zones d'intervention pour chaque associé dans lequel il est autonome, mais à un moment il rend des comptes, il partage son travail, il demande des avis, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais on a vraiment chacune nos domaines d'intervention et à aucun moment on se marche sur les pieds. Et il y a des choses qu'on fait à quatre mains. Donc ça aussi, par exemple, nos masterclass, s'il y en a une qui rédige, qui enregistre, bien, il y a l'autre qui va faire les supports, les ressources, les slides, etc. Donc on travaille vraiment sur certains projets ensemble. Et la plupart du temps, on a vraiment chacune nos zones d'intervention qui sont bien distinctes et où on ne se gêne pas. Et où on peut se réaliser aussi, parce que c'est important de pouvoir se réaliser pleinement. Et où on prend du plaisir, parce que ça, je trouve que c'est super important. C'est la base. C'est-à-dire que je doute qu'Armel prenne du plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais elle fait non de la tête. Mais par contre, moi, de mon côté, je m'éclate. Et il y a ce côté plaisir aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va se diviser, entre guillemets, les tâches. Quelle mission va nous apporter le plus de plaisir. Donc bien sûr, on ne fait pas toujours tout ce qu'on aime, mais si on peut faire quand même 80-90% de choses qu'on aime, c'est mieux. Comment est-ce que vous avez instauré une méthode de communication professionnelle ? Je m'explique.
On parle souvent d'utiliser la communication non violente, d'essayer justement de communiquer avec la personne au moment le plus propice. Vous connaissez parfaitement. Est-ce qu'il y a quand même eu une évolution sur votre façon de communiquer au quotidien? J'ai envie de dire qu'au début, on communiquait beaucoup plus. Et aujourd'hui, on se fait plus confiance. Donc par exemple, au début, typiquement sur tout ce qui était création de contenu pour les réseaux, plan de communication, etc., c'était vraiment une navette entre nous deux. Et je demandais vraiment à Armelle son avis, on partageait nos idées, elle regardait tous les visuels, tous les descriptifs, etc. Et après, je programmais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument plus du tout. Armelle découvre les posts sur réel. Instagram lorsqu'ils sont publiés. Parce que il y a cette confiance aussi qui s'est instaurée et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a quand même moins de temps pour ce genre de choses et qu'il faut aller beaucoup plus rapidement. Et ça prend énormément de temps de faire ce système de navette entre nous deux. Si on peut gagner du temps, on le fait. Donc sur des choses comme des posts Instagram, ça ne va pas avoir une incidence capitale sur notre business, c'est OK. Les décisions sont prises de façon unilatérale. Par contre, sur des projets qui ont plus d'impact, je pense par exemple à tout ce qu'on fait pendant le lancement de l'Académie Meraki, par exemple, tous les plans de communication sont vus par Armelle. Les idées sont validées ensemble, je lui présente le plan, je lui demande si ça lui convient, on adapte le plan et là on est main dans la main. Mais sur des choses qui n'ont pas d'impact stratégique sur le business, les décisions maintenant on les prend de façon unilatérale et on ne demande plus l'accord, entre guillemets, de l'autre. Armelle, t'es OK avec ça aussi? Oui, je suis OK. J'ai fait un petit caca nerveux, hein. Un petit caprice quand on a accueilli du monde, du coup, dans Elles sont Meraki, puisque Eugénie ne communiquait plus avec moi. Donc j'avais dit, c'est simple, maintenant tu as 3 enfants, voilà, parce qu'il y avait 3 personnes, et elle passait beaucoup de temps avec, et j'avais l'impression d'être mise à l'écart. J'étais plus au courant de rien, on me parlait plus. J'arrivais en fin de course, vers 11h, quand on avait un peu de temps, je dis, ah ça y est, tu viens t'occuper du 4e enfant. Voilà, donc j'avais fait ma petite crise de jalousie, mais c'est vrai que du coup, ça a quand même perturbé notre communication d'avant, et j'ai réalisé que si en plus, parce que j'aimais bien prendre un peu de temps pour parler avec elle, quand même pour papoter un petit peu avec elle le matin, faire le point de la journée et tout, mais que si en plus je lui rajoutais ça, elle passerait ses journées en réunion. Donc c'était une très mauvaise décision, un très mauvais choix. Donc j'ai lâché l'affaire, on a moins communiqué. Et puis maintenant que c'est plus fluide et qu'elle a plus de temps, c'est pas pour autant qu'on recommunique plus. Mais voilà, j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi dans le process. Bravo Armelle. On communique quand même, t'exagères. On se fait des quand points même. au moins 3 fois vidéo par jour, on communique. Là, elle t'a fait un appel du pied, hein. Faut aller lui faire les ongles, c'est sûr. Justement, Armelle, tu as abordé le fait que vous avez inclus des nouvelles personnes dans votre entreprise. Comment vous avez réussi à ouvrir ce cercle qui est quand même, je vais utiliser ce mot, mais quand même bien fusionnel dans le pro, dans le perso? Vous connaissez votre fonctionnement, vous avez vos petites habitudes, vous connaissez parfaitement. Comment est-ce que vous avez réussi à ouvrir cette relation, ce cercle et ces nouvelles collaborations? Alors tu vois, c'est amusant parce que là, on va parler de vision perso. Moi, ma vision perso, c'est pas de m'agrandir. La vision de perso d'Eugénie, ça peut être de s'agrandir. Donc le fait d'avoir recours à des personnes pour nous aider, si ça ne dépendait que de moi, ça aurait été non. Ça aurait été non parce que je suis d'abord une introvertie profonde, pure et dure. Donc moins je parle à de monde, mieux je me porte. Donc, et moins ça me prend d'énergie. Donc ça, c'était quelque chose qui n'allait pas dépendre de moi, mais uniquement d'Eugénie. Et c'était elle qui allait gérer ces personnes parce que c'est pas quelque chose que je voulais faire. Donc la décision a été prise, mais en disant, Eugénie, par contre, c'est toi qui vas gérer. Moi, je gère pas. Donc en fait, au début, j'ai fait des petits points avec ses collaboratrices, mais je ne travaille pas avec. De temps en temps, je les vois pour transmettre une compétence par rapport à ce que je fais,
leur montrer, leur apprendre des choses, mais ça s'arrête là. Au quotidien, je ne travaille pas avec. Ok, donc toi, Eugénie, tu es plutôt en charge du management, Exactement, j'ai développé un nouveau métier. nouvelles skills. Tout à fait. Pour moi, c'est essentiel. Et encore une fois, la décision, c'est pour Elson Meraki. Mhm. Pour que Elson Meraki puisse grandir, on a besoin de plus de personnes pour venir arroser les racines. C'est juste, voilà, c'est juste essentiel. Et c'est vraiment la vision que j'ai. Pour qu'on ait plus de force, pour qu'on ait plus d'impact, on doit être plus de personnes à porter cette vision-là. Et pour moi, ça, c'est juste essentiel. Donc à partir de là, ça a été plus que simple d'accueillir des personnes dans ce potager, en fait. Parce que c'est des personnes qu'on a choisies très soigneusement, c'est des personnes qui partagent nos valeurs et c'est aujourd'hui des personnes qui portent les valeurs d'Elson Meraki. Donc ça a été très simple d'ouvrir cette porte et de créer en fait ce cercle énergétique pour qu'elles puissent rentrer dedans et qu'elles puissent avec leur propre énergie finalement l'agrandir à leur tour. Ça, ça n'a pas été une difficulté et ça ne vient en rien bouleverser la relation qu'on a avec Armel en tant qu'associé ou même en tant que mère et fille. Alors oui, il y a eu le petit caca nerveux d'Armel, je lui consacrais moins de temps, mais hormis cela, en fait, ça ne change absolument rien. Et j'ai envie de dire que pour Armel, qui est du monde qui travaille ou pas avec nous, ça change rien pour Ok. elle. Et c'est vraiment plus à mon niveau que ça va changer des choses Hmm. pour me libérer du temps, pour que j'ai du temps à consacrer sur des projets de fond et à déployer de l'énergie là où c'est plus nécessaire. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, toi, dans ton quotidien, tu travailles et avec l'équipe et avec Armel. Vous avez quand même maintenu des réunions uniquement entre vous deux? Oui, oui. Surtout, surtout, surtout. Donc en général, premier point le matin, sur la journée à venir, sur les mails qu'on doit traiter ensemble. Après, bon, bah, par Slack, souvent on se pose des questions, on s'écrit. Et en général, on va se revoir une fois ou deux dans la journée, suivant l'actualité ou des dossiers qu'on doit faire avancer ensemble. Donc Zoom, voilà, partage d'écran, c'est comme si effectivement elle était dans le bureau, hein, qu'on était dans le même bureau. Oui, oui, non, non, c'est deux, trois fois par jour, hein. Juste nous deux. Ok, d'accord. Et donc toi, après Eugénie, tu as des réunions juste avec l'équipe? Exact. Trois Ok. fois par jour. Oui, tu fais quand même beaucoup d'humains. Beaucoup d'humains, oui. C'est on est tout en télétravail, donc c'est aussi important de créer ce lien-là. Et puis même si c'est des points qui durent que 10 minutes, c'est essentiel pour partager où on en est et pour que les collaboratrices se sentent moins seules et qu'elles sentent qu'elles appartiennent à quelque chose et ce qu'elles font en fait, ça fait avancer le truc et ça fait grandir cet arbre. C'est fondamental. Vos collaboratrices sont des freelances, sont des salariés, des alternantes? Il y a deux. Alors, donc on avait pris, et en même temps, donc ça c'était peut-être pas judicieux comme choix de tout faire en même temps, mais on avait pris deux alternantes et une stagiaire. Ok. Donc il y a une des alternances qui s'est arrêtée, et donc là on a une alternante, une stagiaire jusqu'au mois d'août, et on continuera probablement sur un contrat définitif. Trop bien. Je pose cette question parce qu'effectivement, en fonction du contrat, entre guillemets, la relation quand même change. On n'a pas la même relation avec une prestataire de service freelance, indépendante, que un ou une alternante. Et je parle en connaissance de cause puisque comme vous, j'ai eu, entre guillemets, à faire des stagiaires, trois en même temps aussi, hein. Moi, c'est soit tout, soit rien. Ouais. Trois en même temps, donc mes trois premiers recrutements, c'était trois stagiaires en simultané. Ensuite, alternant stagiaire. Ensuite, alternant et freelance. Ensuite, que freelance. Enfin bref, ça évolue et effectivement, on voit bien que les relations ne sont pas les mêmes parce que les objectifs et les besoins sont également différents. Tout à fait. Complètement. À partir du moment où on prend alternant et stagiaire, on a un devoir de formation et on n'a Exactement. rien à attendre de ces personnes. Donc, on va donner beaucoup plus que ce qu'on va obtenir. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Mais d'un autre côté, on peut créer une vraie culture d'entreprise. Mhm. Et on peut, dont parlait Eugénie, vraiment avoir un rapport qui est différent avec un freelancer qui est là pour faire une tâche
qui va faire sa tâche, mais qui va pas mettre forcément, qui va pas être Meraki donc et Il vient mettre pas que sa vision. toute son âme dedans, tu vois. Donc, et quand on fait ça, on le fait pas uniquement par intérêt en disant je vais prendre une alternante, je vais avoir des aides, ou je vais prendre un stagiaire, je vais le payer moins cher, mais on le fait vraiment pour se dire on a un diamant brut, on le façonne et on le garde tant Oui, qu'à faire. c'est Voilà, ça, exactement. c'est notre optique. Entièrement d'accord avec vous. C'est vraiment des valeurs que je partage avec vous également. Plusieurs fois, on m'a interrogé sur le pourquoi j'avais choisi un ou des alternantes. J'en ai eu 3 au total. Alors, pas en même temps, mais sur 3 années différentes. Parce que quand on choisit de recruter ce type de contrat, c'est parce qu'on a envie de transmettre des choses, on a envie d'inclure quelqu'un dans notre aventure et on a envie de partager ce temps-là, cette vision, ces connaissances, enfin tout ça en fait directement. Chose qu'on ne fait pas spécialement, comme tu l'as dit Armelle, avec une indépendante, puisque la personne vient sur une tâche dite, mission dite, responsabilité dite, mais cette personne-là a aussi son entreprise à gérer avec sa propre vision pro-perso également. Donc c'est différent. Trop bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote? Alors, Armelle, tu nous as dit, il y a eu un caca nerveux. Est-ce qu'il y a une anecdote marquante ou, justement, qui vous a permis d'apprendre une nouveauté, une nouvelle leçon, une belle morale dans votre évolution? C'est un très long Pas en même silence. temps, hein. Justement parce que, Armelle, tu t'es rendu compte que tu passais entre... Tu avais le sentiment de passer après tout le reste, d'être la 4e roue du carrosse. Et justement, Eugénie, tu as adapté la collaboration pour pas qu'Armelle se sente un peu lésée. Vous avez réussi à adapter votre fonctionnement avec cette réaction de ta part, Armelle. Est-ce que, justement, il y a d'autres événements marquants, anecdotes, qui vous ont fait prendre conscience, qui vous ont créé un déclic de « Ah, peut-être que là, on a peut-être mal jaugé le truc, ou faut peut-être améliorer cette chose, ou la supprimer, l'optimiser, parce qu'on s'est rendu compte que cet événement-là, cette anecdote-là, pousse au changement. » Je pense qu'il y en a plein en fait, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver. Parce que je pense qu'au quotidien, on apprend toujours des choses et on a à chaque fois des déclics. Et on prend ces décisions-là presque de manière inconsciente. J'ai pas envie de dire, ah bah il y a eu cet événement qui a fait, il y a eu ce truc qui s'est passé, on a pris un tournant à 360 degrés. Ça ne s'est jamais passé. C'est des décisions qui sont prises soit de façon stratégique, on analyse par exemple un lancement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle décision on prend à la suite de ça. Soit je pense que c'est des décisions inconscientes, comme par exemple ce matin, un exemple tout bête, Armelle faisait l'enregistrement de la masterclass du mois, les slides, il lui manquait des trucs sur les slides, elle s'est dit, il est 8h30, je ne vais pas écrire à Eugénie pour qu'elle me refasse des slides, elle va péter un câble. Et elle a bien fait. Ça aurait été une très mauvaise façon de commencer la journée. Et elle a pris cette décision et elle a fait le switch. Mais voilà, tout ça, c'est des micro-trucs en fait. Il n'y a pas eu de gros événements ou de choses qui ont déclenché des changements radicaux. Dans votre organisation à l'année, donc comme tu l'as dit Armelle, vous fonctionnez sous des plans 90 jours. J'imagine que justement, dans vos week-ends, vacances, jours off, vous faites en sorte à ce qu'il y ait toujours l'une de vous deux dans le navire? Non. Non, parce que nos vacances, on aime bien les prendre ensemble. Personne n'est dans le navire. Si, je regarde les mails. Donc, s'il y a une énorme urgence, mais bon, comme on dit, on n'est pas chirurgien. Hein, que, tu vois, les urgences du week-end, ça va, hein, on n'opère pas. Et donc, le week-end, non, il n'y a personne dans le bateau. Après, maintenant qu'on a des collaboratrices, il est évident qu'on va leur demander de ne pas prendre les vacances en même temps que nous pour que, voilà. Et quand on est en vacances, on est rarement en vacances complètement déconnecté. On prendra toujours le temps, si on est en même temps en vacances, pour une demi-heure, scroller rapidement les mails et voir s'il y a des mails urgents à traiter. Sinon, ça attendra notre tour. Ok, super, trop bien. Ça vous crée pas trop de charge mentale de savoir que potentiellement l'une de vos alternantes ou stagiaires est seule dans l'entreprise? Elle n'est pas vraiment seule. Elle n'est pas seule. Elle écrira tous les jours. Tous les jours, on lui demandera comment ça va. Enfin, Eugénie, hein. Le soir, elle se rapprochera à nouveau en disant ta journée s'est bien passée, t'as pas eu de problème. N'hésite pas à me déranger s'il y a quoi que ce soit que t'arrives pas à gérer. Aucun souci par rapport à ça. La situation est arrivée déjà plusieurs fois.
Et puis à chaque fois, c'est nickel, quoi. Tout est chronométré. La mélodie est faite sur le papier, donc elles n'ont plus qu'à la suivre, tout simplement. Et puis et à me dire si la musique se passe bien et où elles en sont dans la partition. Mais c'est tout. En tout début d'épisode, je vous ai demandé si dès lors qu'il pouvait y avoir une difficulté personnelle, si ça empiétait pas trop sur le professionnel. À l'inverse, si vous rencontrez une difficulté professionnelle, je sais pas, un lancement qui se passe moins bien, une collaboration qui se passe moins bien que prévu, un planning, des bugs, j'en sais rien, tout peut être prétexte à en fait bousiller sa journée et avoir une difficulté professionnelle. Est-ce que ça empiète justement votre vie personnelle et votre relation à toutes les deux? Non, dans ce sens-là non plus, hein, des bugs genre WordPress, le site qui disparaît, le site qui est attaqué, des pages cochonnes à la place, tu vois, ce genre de truc super sympa qui arrive en général le vendredi soir, hein, ou Oui, le bah oui. samedi matin. Donc ça met Quand la on est en panique, vacances. ou quand on est en vacances. Ou en Donc ça lancement. met la panique, mais oui, c'est même arrivé pendant un lancement. Oui, oui, ah Mhm. bah oui, tant qu'à Ah bah faire. oui, on fait le Et oui, combo. voilà. Euh, la mauvaise humeur que ça a pu générer, l'énervement en nous, ne s'est jamais manifesté ensuite au niveau perso en disant ouais, si tu étais mieux occupé de ça, ce serait pas arrivé, ou jamais. Au contraire, on sait que c'est à ce moment-là qu'il faut garder la tête froide et surtout ne pas laisser nos émotions nous emporter sur des terrains marécageux. Donc non, ça c'est jamais arrivé, non. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est aussi parce que c'est toi qui portes le truc pendant ces moments-là. Parce que moi, ça m'impacte. Oui, oui. Moi, vraiment, émotionnellement, à chaque fois, si par exemple pendant des lancements où il y a des choses qui vont pas, ou des bugs techniques ou des trucs, je sais que moi, émotionnellement, ça va m'affecter au niveau temps pro, mais en fait, je m'emmène avec moi hein, quand je sors du bureau et que je vais attaquer ma vie perso, bah, je m'emmène, hein, donc mes Mm, 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 émotions mm. me suivent et donc ça a tendance à beaucoup plus m'impacter. Et justement, Armelle, elle est là pour me dire, bah maintenant, c'est bon, on a fait ce qu'il y avait à faire, stop, on ferme le chapitre, on se concentre sur le positif et on continue. Et ça, moi, ça vient énormément m'aider. Mais j'aime bien la façon dont Armelle dit ça de manière très neutre et complètement détachée. Ça lui fait ni chaud ni froid. Moi, clairement, ça me perturbe le monde entier. Mais ce qui fait encore une fois que cette complémentarité, cette association, elle marche bien parce que ben, l'une est là pour ben, redresser, remonter Mm. l'autre quand ça va un petit peu moins bien et que ça commence à impacter d'autres sphères que juste l'entreprise. Ok. J'ai une question notamment sur l'aspect financier. Comme vous êtes deux dans le même bateau, que vous avez aussi donc votre relation personnelle, vos objectifs de vie personnelle, un confort de vie personnelle, des investissements sans doute perso, etc. Euh, Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur financièrement pour la boîte, pour vous, et en plus de vous rajouter une pression de comment l'autre va pouvoir vivre si on n'atteint pas cet objectif de chiffre d'affaires, si on n'arrive pas à se rémunérer, si j'en sais rien. Comment est-ce que la relation financière pourrait impacter votre relation à vous? Alors, Dieu merci, là aussi, je vais encore toucher du bois. Mon bureau est en bois, ça tombe bien. On n'a pas eu à vivre ça. Pour l'instant, tout est en croissance et on est hyper prudente. Donc, c'est pas parce que ça va bien marcher que pour autant on va changer la façon dont on vit. Donc, on met beaucoup de petites cacahuètes et de petites noisettes à gauche pour l'hiver. Et on est hyper prudente par rapport à nos chiffres. Il y en a déjà 45 qu'on ne touche pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, là où c'est peut-être un peu vicié dans notre association, c'est que s'il y avait un problème, il était évident que moi, je laisserais ma part pour Eugénie. Parce que j'estime que j'ai moins besoin qu'elle. Donc ça, c'est biaisé au niveau de la réponse, parce que notre relation fait que, j'ai parlé de ma vision tout à l'heure perso, et que mon but, c'est d'autonomiser Eugénie, et qu'elle ait la plus belle des vies possibles. Donc il est évident que je sacrifierai mes revenus pour qu'elle puisse assurer son train de vie actuel. Et quel train de vie! Ça va, c'est gérable.
Non, C'est après, je trop pense que bien. c'était peut-être plus difficile au début aussi, quand on générait moins de chiffres et que ben, de quelque part, moi, je me lançais dans la vie active, donc c'était mes premiers revenus, etc. Là, je pense que c'était plus difficile. Je crois que j'avais plus l'aide de papa-maman pour le coup. Donc c'était vraiment juste les revenus d'Elson Meraki. Donc c'était un peu plus... Voilà, enfin c'est une adaptation à prendre lorsque tout jeune commence à se lancer dans le monde du travail, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on n'a pas de préoccupation financière à ce jour. Et je pense que c'était difficile aussi parce que, voilà, quand tu sors avec un bac plus 5 ou plus 6, je sais même plus, et que tu te dis, ben, si j'avais été embauchée dans une grosse boîte, j'aurais commencé à tel niveau. Aujourd'hui, je travaille et j'ai pas cette rémunération. Est-ce qu'un jour je vais l'avoir? Mais comme dans sa tête, c'était clair qu'elle préférait gagner moins d'argent, mais vivre la vie qu'elle voulait, faire ce qu'elle voulait, c'était pas un problème. Mais peut-être qu'il y a des moments où elle aurait pu se demander, est-ce que je me serais pas trompée? Mais bon, elle fait Jamais. non de la tête pour celle Elle dit non, comme vous la grand voyez non. pas, elle fait ah non, 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 non. Ah, mais jamais, 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 jamais. Mon Dieu, au grand jamais, non. Voilà, C'est ce genre de important diplôme, de... ça donne pas droit à une rémunération, mais à Oui, une non. compétence en fait. C'est juste des compétences acquises qui te permettent après de faire, justement, d'avoir la liberté de faire ce que tu veux. Exactement. C'était important quand même de poser cette question-là parce que l'argent est souvent le nerf de la guerre, pardon, surtout en business, mais aussi dans les relations familiales. On a vu de nombreuses familles, amitiés se déchirer pour des questions d'argent. Et donc, vous faites du business, donc vous générez de l'argent. C'est important de savoir si aussi votre rapport avec l'argent vient ou pas entacher votre relation pro-perso. Et visiblement non, parce que là aussi, vous êtes complémentaires et raccords. Vos visions personnelles viennent nourrir chacune de votre vision pour Elson Meraki. Euh, S'il y avait un diplôme à décerner sur la collaboration, je pourrais vous le donner aujourd'hui. Voilà. Oh, yes. Merci, Justine. Comme maintenant vous avez un diplôme de la super collaboration, est-ce que vous avez, pour résumer, 3 conseils, allez, 3 ou plus ou moins comme vous préférez, à donner aux auditeurs et auditrices qui souhaitent s'associer en famille ou qui le sont déjà et qui ont envie d'améliorer leur relation? Je crois qu'on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit tout le long et le résumer. Donc, pour moi, le premier conseil, c'est d'oublier tout lien hiérarchique de subordination que vous pourriez avoir avec votre futur associé. Donc, on reste sur un même plan. Et il n'y a rien d'inné par rapport au fait que ce soit un enfant. Première chose. Deuxième chose pour moi, c'est que chacun ait son propre domaine de compétence dans lequel il peut se réaliser. Je crois que, comme l'a dit Eugénie, c'est important de faire des choses qu'on aime, qui nous font plaisir de faire. Et il faut vraiment trouver cet endroit, hein, qu'on soit au service marketing, au service communication. Il faut trouver ce service qui nous correspond et dans lequel on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Et que ce soit bien distingué de l'autre pour ne pas se marcher sur les pieds. Donc en voilà 2 pour moi. Eugénie, tu en as. Bah, je pensais au deuxième identique au tien, donc vraiment d'avoir sa zone d'intervention plaisir et d'épanouissement. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est de vraiment prendre en considération la société dans laquelle les associés sont. Parce qu'aujourd'hui, Elles sont Meraki, pour nous, c'est une personne à part entière. On prend les décisions pour Elles sont Meraki. Donc ça, je pense que c'est très très important aussi de prendre conscience de cette entité qu'il y a à part. Elle a son énergie à part, elle a ses objectifs, elle a sa stratégie, elle a sa vision. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pris à conscience il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans à peu près. Mais je pense que ça a changé énormément de choses. Et voilà, de se dire, il y a la société et puis il y a les associés. Et chacun a ses propres visions, ses propres objectifs et contribue pour la société. Et du Trop coup, bien. ils doivent se dire, OK, je ne suis pas en train de m'opposer à telle personne, mais est-ce que ce que je fais contribue à faire grandir la société? Et comme ça, ils arrivent peut-être à résoudre des conflits naissants. Trop bien. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose, les filles? Hmm. Peut-être que j'étais Je crois super qu'on a parfaite, fait, hein. ouais, je crois qu'on a bien fait le tour de la question de l'association
et du travail en famille, hein. Peut-être juste une question, je pense, qui peut aussi intéresser, c'est par rapport au temps. Parce que les personnes peuvent penser que plus on est nombreux, plus on peut faire de choses. Et je me dis que c'est peut-être important de préciser que la collaboration et les associations prennent du temps. Et en fait, parfois, on peut faire plus de choses si on est tout seul. Donc, il ne faut pas se dire, je vais m'associer avec quelqu'un parce que je vais avoir plus de temps et je vais pouvoir réaliser plus de choses. Oui, mais il y a toute la partie de cette collaboration, de cette association qui va prendre beaucoup de temps, qui va prendre beaucoup d'énergie, et c'est quelque chose aussi qu'il faut absolument prendre en compte si on décide de s'associer avec quelqu'un. Super précision. Très pertinent, tu as bien fait d'ajouter ça parce que c'est vrai que les personnes qui commencent à s'entourer ou s'associer, mais s'entourer aussi tout court, peuvent penser que plus il y a de monde, plus on récupère du temps et plus on peut se la couler douce, alors qu'en fait non, parce que si c'est automatisé, il faut gérer les outils et les bugs quand il y en a. Si c'est des humains, faut être avec des humains et collaborer avec des humains, donc ça prend du temps. On ne récupère pas le temps, juste on le met ailleurs, mais ce temps-là humain, managérial, est quand même essentiel et dans l'agenda. Complètement. Avant de conclure cet épisode, les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec vous? Comment est-ce qu'on peut intégrer cette super team Elles sont Meraki? Comment est-ce qu'on peut aussi venir goûter à cette vision que vous avez? Alors, on a un site, ellessontsmeraki.com, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Il y a plein de ressources dessus, d'articles de blog pour vous aider à développer votre activité en ligne. Il y a plein de petites choses gratuites à télécharger. Sur les réseaux sociaux, pour rentrer un peu plus dans notre quotidien, donc sur Instagram et dans notre communauté sur Facebook, on vous offre des conseils exclusifs et on peut répondre plus personnellement à vos questions. Le podcast et l'Académie Meraki. L'Académie Meraki, il y a la chaîne YouTube également. Donc on peut nous trouver. Si on nous cherche, attention, on nous trouve. Voilà, on va sur Google, on tape Elles sont Meraki, Elles au pluriel, plus loin, sont, plus loin, Meraki. Et là, il y a plein de choses qui vont sortir. Donc oui, effectivement, si vous voulez vraiment intégrer notre monde, c'est via l'Académie Meraki. Donc c'est ce qu'on appelle un site de membres, un membership. Et là, c'est un abonnement mensuel pour pas à pas développer votre activité en ligne, des masterclass, des coachings de groupe, plein de belles choses, une super ambiance, une super communauté. Trop bien. Le meilleur de vos liens sera en description de cet épisode. Évidemment que si on vous cherche, on vous trouve, on aura forcément de la lumière sur les internets pour vous trouver. Merci beaucoup les filles pour vos conseils, votre énergie, votre bonne humeur. C'était très précieux ce que vous nous avez partagé. C'est pas toujours facile de lever le rideau sur son business, de lever le rideau sur une relation aussi intime aussi. Alors merci beaucoup pour votre confiance. Merci à toi Justine, merci pour ton invitation. C'était génial, merci beaucoup. À très bientôt, vous revenez évidemment quand vous voulez, l'une ou l'autre, en même temps, nous parler des nouveautés, comme vous voulez. À très bientôt les filles. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!